Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Madame le professeur Christine Petit pour son invitation chaleureuse à participer à la série de cours de cette année. Et donc, ma contribution aujourd'hui s'intitule « Déchiffrage et manipulation des corrélats neuronaux de la perception auditive dans le cortex cérébral ». Et en fait, cette contribution vise essentiellement à partager avec vous l'évolution des techniques d'enregistrement et d'analyse des ensembles de neurones qui composent le système auditif en général, et en particulier le système auditif central, afin de mieux comprendre comment ces ensembles de neurones encodent, ou si vous voulez, construisent la perception des sons. Donc, pour être plus précis, la question qui anime mon équipe de recherche est d'essayer de comprendre comment, en fait, quels sont les principes computationnels, c'est-à-dire les principes de calcul, qui permettent au cerveau de construire les percepts auditifs, c'est-à-dire les objets auditifs dont nous avons besoin pour analyser et structurer l'information brute qui nous parvient de l'environnement à travers nos oreilles. Par exemple, vous êtes dans cette salle de concert. Vous allez pouvoir apprécier la pièce de musique qui est jouée par l'orchestre, mais dans un même temps, vous allez pouvoir aussi identifier des objets auditifs, un grand nombre d'objets auditifs très simples, de manière automatique et sans même y réfléchir. Par exemple, vous allez être capable de reconnaître les sons du piano et de les distinguer par rapport aux sons des violons ou aux sons des instruments à vent. Alors, comment cela se passe-t-il dans notre cerveau? Ce qu'on sait, et c'est probablement un concept dont vous êtes familier si vous avez suivi les cours de Madame Petit, ce qu'on sait, c'est qu'à l'entrée du système, le premier calcul qui est opéré par la cochlée, c'est une décomposition en fréquences des ondes acoustiques qui parviennent à l'oreille. Ce qui fait qu'au niveau du nerf auditif, l'information qui rentre dans le cerveau ressemble à l'information représentée dans ces spectrogrammes que j'ai choisis pour vous dans cette diapositive. Donc, si on prend le premier spectrogramme, vous avez ici sur l'axe des ordonnées le temps, sur l'axe des abscisses, le temps, l'axe des X. Sur l'axe des ordonnées, la fréquence, et le code couleur représente la puissance, l'énergie contenue dans chaque bande fréquentielle à différents instants. Ce que vous pouvez apprécier sur ces exemples de spectrogrammes de sons naturels, c'est que les sons que nous rencontrons jour après jour, disons dans notre vie de tous les jours, sont non seulement complexes parce qu'ils contiennent un grand nombre de fréquences différentes, mais aussi parce qu'ils contiennent un grand nombre de variations temporelles de ce contenu fréquentiel, et aussi un grand nombre de variations temporelles de l'intensité du son au cours du temps. Et en fait, ce que l'étude de la perception, l'étude scientifique de la perception auditive, la psychoacoustique, a montré, c'est que ces deux types de variations temporelles sont extrêmement importantes pour notre reconnaissance et notre interprétation des sons. Donc, pour vous convaincre de ce point, je voudrais travailler avec vous sur un exemple très simple qui est l'exemple du son du piano, des sons des notes de piano. Vous avez ici un spectrogramme qui représente 3 notes de piano sur lequel vous pouvez identifier les fréquences fondamentales de chaque note qui participent à votre perception de la hauteur du son. Vous avez aussi les fréquences harmoniques qui participent aussi à votre perception de la hauteur du son, mais qui participent à la fois à la perception du timbre de l'instrument, c'est-à-dire sa qualité acoustique. Mais un autre élément participe de manière essentielle au timbre de l'instrument, c'est la variation temporelle d'intensité de la note. Une note de piano, et c'est clair pour les 3 notes présentées ici, a une attaque très rapide, c'est-à-dire que l'intensité augmente très rapidement, suivie par une décroissance très lente, ou plus lente plutôt. Si je joue cette note de piano, vous allez reconnaître instantanément l'instrument. Maintenant, si je retourne le son dans le temps, et par là, je conserve le contenu fréquentiel du son, mais j'inverse le profil temporel d'intensité, voici ce qu'on obtient. Vous avez le même percept de la hauteur des notes, mais par contre, la perception de l'instrument a complètement disparu. Votre perception a divergé. D'accord ? Et c'est un phénomène qu'on peut reproduire aussi avec des sons purs, c'est-à-dire des sons qui contiennent une seule fréquence. Par exemple, des sons purs
qui décroissent en intensité ont une qualité perceptuelle différente de sons purs qui croissent en intensité. Un autre exemple de variation temporelle extrêmement importante pour notre interprétation des sons, ce sont les variations fréquentielles. Par exemple, le cerveau est extrêmement efficace à discriminer des variations continues de fréquence dans le temps par rapport à des variations discontinues. Donc si par exemple vous avez une rampe en fréquence de ce type, cette rampe sonne très différemment de variations de fréquence qui ont lieu en paliers, comme ceci. Voilà. Donc la question que nous posons, c'est comment le système auditif génère ces perceptions divergentes de différentes variations temporelles. Et pour répondre à cette question, l'hypothèse que nous suivons, qui est l'hypothèse que la plupart des chercheurs en physiologie auditive suivent, c'est que la perception auditive émerge à travers le traitement de l'information auditive le long du système auditif. Donc le système auditif, comme l'a présenté Christine tout à l'heure, est composé de différents niveaux, de différents noyaux. En partant de la cochlée, l'information ensuite traverse un certain nombre de noyaux du tronc cérébral, dont l'olive supérieure est d'abord en fait le noyau cochléaire. Ensuite, l'information converge entièrement vers le colliculus inférieur, puis vers le système thalamo-cortical, avec une étape d'abord sur le thalamus, pour finalement terminer, entre guillemets, terminer au niveau du cortex auditif. Et donc, si on considère ce schéma, on a l'impression de voir que le cortex auditif est l'étage final du système auditif. Et donc, sur cette hypothèse, on peut se demander si les représentations du cortex auditif peuvent expliquer la perception divergente des différentes variations temporelles que nous percevons. Donc c'est une question à laquelle nous essayons de répondre dans l'équipe. Et une autre question qui nous intéresse, c'est comment émergent ces représentations corticales à travers le système auditif. Donc pour reprendre l'exemple des variations d'intensité croissantes ou décroissantes, qui sont liées à l'exemple que je vous ai donné du son de piano et du son de piano inversé, voilà ce qui se passe au niveau de la cochlée quand on joue ces variations. Vous avez à droite une variation avec une attaque rapide et une décroissance lente, et vous voyez la réponse temporelle avec une réponse forte au début et une décroissance lente de l'activation au cours du temps. Pour la rampe montante, donc qui est simplement le symétrique de cette rampe descendante, vous avez une activation plus ou moins symétrique avec une attaque plus faible et une activation lente de la cochlée. Donc quand on regarde ces diagrammes, en fait, qui proviennent de simulations faites par Jérôme Bourrien à l'Institut des neurosciences de Montpellier, dans le laboratoire de Jean-Luc Puel, ce que l'on peut voir à travers ces simulations, c'est qu'au niveau de la cochlée, on a une information pour distinguer ces différentes variations temporelles. Cette information, elle se trouve dans la séquence d'activation des neurones de la cochlée. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que les mêmes neurones encodent les deux types de variations. Et donc on peut se poser la question si c'est la bonne manière d'encoder des perceptions divergentes telles que nous les expérimentons, et si par hasard, dans le système auditif central, ces variations sont encodées d'une manière différente. Donc pour répondre à cette question, nous utilisons une méthodologie moderne d'imagerie calcique multiphotonique qui est extrêmement utile pour pouvoir échantillonner le système auditif avec une très grande efficacité et surtout en capturant un très grand nombre de neurones. Cette technologie est extrêmement intéressante parce qu'en fait, d'une part, elle nous permet de suivre l'activité cérébrale, en particulier chez l'animal, chez des souris que nous entraînons à venir se placer en contention sous le microscope, des souris qui sont en situation de perception auditive, donc qui sont vigiles, et chez lesquelles on peut implémenter cette technique qui combine en fait des résultats extrêmement puissants de biologie moléculaire et des résultats provenant de l'optique non linéaire. Donc c'est un bon exemple d'interdisciplinarité entre différents champs de recherche qui permettent de faire des enregistrements qu'il n'était pas possible de faire auparavant. Donc
le premier composant extrêmement important pour cette technique, c'est d'avoir un senseur qui nous permet de mesurer l'activité de neurones de manière optique. Et l'idée pour obtenir cet effet, c'est d'utiliser des molécules, en particulier même des molécules produites par le vivant, c'est-à-dire des protéines, qui sont fluorescentes. Donc quand on envoie des photons sur ces molécules, elles réémettent un photon à une longueur d'onde différente. Par exemple, on peut utiliser la GFP, qui est une molécule qui provient de la méduse. Toute l'intelligence des biologistes moléculaires a été de combiner en fait ces molécules fluorescentes qu'on trouve chez certains organismes avec d'autres molécules qui sont présentes chez un grand nombre d'êtres vivants, qui sont sensibles à un ion qui est présent dans toutes les cellules, qui est l'ion calcium. Okay. Et ces molécules sensibles à cet ion calcium en fait, changent de conformation lorsque la concentration calcique dans la cellule change. Et donc, si on attache ces protéines sensibles au calcium aux protéines fluorescentes, on peut obtenir en fait des modulations de la fluorescence de la GFP en fonction de la quantité de calcium dans la cellule. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on sait, grâce à toutes les études de neurophysiologie qui ont été faites sur le fonctionnement des neurones, que lorsqu'un neurone est actif, lorsque son potentiel électrique augmente, on a des entrées de calcium qui sont dues au fait que les neurones possèdent des canaux qui s'ouvrent lorsque le neurone est dépolarisé et laisse passer du calcium. Donc on a, avec cette méthodologie, une manière d'avoir un signal calcique, de suivre les signaux calciques à l'intérieur des neurones, potentiellement chez un animal vivant. Maintenant, la question, c'est comment, chez cet animal vivant, on va pouvoir imager ces molécules. Donc la première réponse, c'est que le cerveau n'est pas un milieu complètement opaque, et donc on peut envoyer de la lumière à l'intérieur du cerveau, et si on se concentre sur les couches supérieures du cerveau, on peut potentiellement illuminer des protéines fluorescentes qu'on aurait exprimées génétiquement par les méthodes de biologie moléculaire présentées précédemment. La problématique qui se pose avec un cerveau qui exprimerait un grand nombre de ces molécules fluorescentes, c'est que si on a un milieu dense qui contient un grand nombre de molécules fluorescentes et qu'on essaye d'illuminer une zone de ce milieu en focalisant un rayon lumineux sur cette zone, on va être confronté à la problématique que, bien sûr, on va activer de la fluorescence à l'endroit sur lequel on focalise le rayon, mais on va aussi activer de la fluorescence au-dessus et en dessous de cet endroit, dans le milieu. Et donc, le signal qu'on va extraire de la zone ciblée va être pollué par la fluorescence qui vient en dessous et au-dessus, qui vient du dessous et du dessus de l'échantillon. La solution à ce problème provient de la physique non linéaire et provient d'un effet qui s'appelle l'effet biphoton ou l'effet multiphoton, qui a été découvert il y a déjà de très nombreuses années et qui a été utilisé dans les années 90 par l'équipe de Deng, Tang et Svoboda aux États-Unis pour générer une activation fluorescente dans une zone très définie. L'idée, c'est qu'une molécule devient fluorescente parce qu'elle reçoit un photon, ce qui lui permet de passer dans un état excité. Et quand la molécule relaxe dans son état basal, elle émet un autre photon, qui est le photon que nous capturons dans la microscopie de fluorescence. L'effet multiphoton, c'est qu'on peut en fait faire passer la molécule dans un état excité avec deux photons de moindre énergie. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser cet effet? Parce qu'en fait, cet effet biphoton n'est possible que lorsque les deux photons arrivent exactement en même temps sur la molécule. Et donc la probabilité d'avoir cet événement est extrêmement faible. Et en fait, dans une situation concrète de focaliser un faisceau sur une zone d'intérêt, la probabilité d'avoir suffisamment de photons qui arrivent en même temps sur les molécules n'est significative qu'à l'endroit où on focalise le rayon. Et donc de cette manière, on peut créer des images au milieu d'un tissu dense fluorescent sans avoir de pollution avec les signaux qui viennent du dessous et du dessus de l'échantillon. Et donc c'est ce que nous utilisons dans mon équipe. Donc nous exprimons les protéines, les indicateurs calciques, en particulier la protéine JCAM6, grâce à des méthodes de génétique, des méthodes virales. Nous exprimons la protéine JCAMP et cela nous permet de faire des images en profondeur dans le cortex auditif de la souris. Donc, vous voyez, on place le microscope
en face d'une fenêtre crâniale que nous avons implantée chirurgicalement quelques semaines auparavant, en même temps que l'injection virale qui permet d'obtenir l'expression du J-camp. Et grâce à cela, on peut suivre l'activité de grands champs de neurones dans le cortex auditif. Vous avez ici un exemple de film où on observe l'activité sur un champ de 1 mm par 1 mm. Ce que vous voyez, c'est que l'animal étant vigile, et donc en situation d'écoute, il est possible qu'il bouge un petit peu. Et donc ces mouvements peuvent se transmettre à l'image. Et donc nous sommes obligés d'utiliser des algorithmes de correction du mouvement afin de récupérer une image stable à partir de laquelle nous pouvons faire déduire l'activité des neurones. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que, comme vous voyez dans cet exemple, nous pouvons suivre l'activité de plus de 1000 neurones en parallèle dans le champ d'observation considéré. Et donc si on prend l'exemple de la souris, le cortex auditif chez la souris compte de 200 à 300 000 neurones dans son entièreté. Et donc, en enregistrant 1000 neurones en une fois, on a la possibilité de pouvoir échantillonner de manière presque extensive la structure en faisant un certain nombre d'expériences, disons une centaine d'expériences, qui est tout à fait possible à faire dans le laboratoire. L'autre enjeu de ces méthodes, c'est que pour analyser l'activité d'un millier de neurones, il faut des algorithmes qui permettent d'extraire très rapidement les signaux intéressants. Et donc, Thomas Deneux, un ancien postdoc de mon équipe, qui est maintenant recruté ingénieur au CNRS, a développé un algorithme qui permet de reconnaître de manière automatique les neurones qui sont contenus dans l'image d'intérêt. Cet algorithme fonctionne simplement en agrégeant les pixels de l'image qui ont des signaux similaires. Et lorsqu'on arrête l'agrégation que j'ai représentée ici rapidement, lorsqu'on arrête l'agrégation au bon moment, on peut identifier les régions d'intérêt qui correspondent aux neurones dans l'image. Une fois qu'on a ces régions d'intérêt, on peut obtenir la trace d'activité calcique de chacun des neurones qui sont contenus dans l'image. Et avec un autre algorithme qui s'appelle un algorithme de déconvolution, on peut déduire, avoir une estimation en fait, du taux de décharge, donc du nombre de potentiels d'action générés par les neurones au cours du temps. Donc on a une méthode complète pour suivre l'activité d'un millier de neurones de manière relativement précise et relativement quantitative, même très quantitative, dans le cerveau d'une souris vigile en situation d'écoute auditive. Les sons que nous présentons dans ce type d'expérience sont évidemment des sons variés. Donc, dans l'expérience que je vais vous montrer, nous avons utilisé un ensemble de sons qui contient des sons purs, des sons monofréquences simples à différentes intensités, mais aussi des sons qui sont toujours simples, mais qui contiennent des variations temporelles, ce qui va nous permettre d'étudier la manière dont ces variations sont codées dans le cortex auditif. Vous avez par exemple des rampes d'intensité, descendantes ou montantes. Vous avez aussi des rampes en fréquence, dans différentes gammes de fréquences et des rampes de fréquences avec différentes directions et différentes vitesses. Nous avons aussi utilisé des sons qui contiennent des combinaisons de fréquences, qu'on appelle des accords, et des sons qui contiennent des variations d'intensité sinusoïdales, qui sont des sons qui sont extrêmement pertinents pour le système auditif, en particulier si vous vous souvenez du séminaire donné par Luc Arnal sur le cri. Donc, ce que nous essayons de faire avec ces méthodes, c'est de faire un échantillonnage extensif du cortex auditif. Et donc, pour ça, il nous faut des méthodologies pour naviguer dans la structure. Il nous faut des points de repère. Et en fait, l'avantage du cortex auditif, c'est que c'est une structure qui est tonotopique, c'est-à-dire que les régions dans lesquelles on a des réponses à des fréquences particulières sont bien définies. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une carte de la réponse à des sons basse fréquence dans le cortex de la souris, mesurée par imagerie intrinsèque, qui est une méthode d'imagerie mésoscopique, donc avec peu de résolution temporelle, mais qui permet d'identifier, par exemple, ici, les 3 zones principales dans lesquelles on a des réponses aux sons basse fréquence dans le cortex. Et ces 3 zones, en fait, sont présentes de manière robuste chez tous les animaux que nous observons et à travers toutes les expériences que nous faisons. Et donc, on peut utiliser ces points de repère fonctionnels pour réaligner les enregistrements haute résolution que nous faisons en microscopie biphotonique, de manière à faire un échantillonnage virtuel de l'ensemble du cortex auditif.
Et on peut même vérifier que cet échantillonnage virtuel fonctionne, par exemple en moyennant l'activité enregistrée par microscopie biphotonique sur tous les neurones enregistrés pour obtenir une carte mésoscopique, et cette carte mésoscopique ressemble à la carte obtenue par la méthode d'imagerie intrinsèque. Donc grâce à cette méthode, nous avons pu faire un échantillon virtuel de cortex auditif d'environ 60 000 neurones, ce qui est un nombre extrêmement important, que nous avons obtenu à travers 60 enregistrements dans cette souris. En plus de ces sets de données, nous avons été aussi capables d'enregistrer des réponses auditives au même ensemble de sons dans une autre structure du système auditif qui est le colliculus inférieur, dont Christine a parlé dans la première partie de son cours. Donc le colliculus inférieur est localisé dans la partie dorsale du cerveau chez la souris, et donc il est accessible optiquement. Donc par la même méthodologie, nous pouvons enregistrer des grands ensembles de neurones dans le colliculus inférieur, et nous avons, grâce au travail de Jacques Bourg dans mon équipe, obtenu un ensemble de données de plus de 15 000 neurones du colliculus inférieur que nous pouvons comparer directement aux réponses enregistrées dans le cortex. Globalement, nous avons donc deux grands ensembles de données, un de 60 000 neurones et un autre de 15 000 neurones. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette masse de données? Comment on traite toutes ces données? Et donc la première chose que nous essayons de faire, en fait, c'est d'essayer de voir s'il est possible de réduire la complexité des données. 60 000 neurones ne veut pas dire que ces 60 000 neurones ont tous des réponses différentes. Ce que nous observons de manière très robuste dans ce système, en particulier dans le cortex, mais aussi dans le colliculus inférieur, c'est que la plupart des neurones, en fait, que pour la plupart des neurones, on a des signatures de réponses qui sont similaires entre certains petits groupes de neurones. Et nous pouvons identifier ces groupes de neurones en utilisant un algorithme de clustering qui groupe ensemble simplement les neurones qui ont des réponses similaires à l'ensemble des sons que nous avons présentés à la souris. Donc si on utilise cette méthode sur, par exemple, notre ensemble de données du cortex auditif, on obtient un ensemble de 177 clusters, donc plus de 170 clusters, donc groupes de neurones qui ont des réponses fonctionnelles identiques. Ces clusters ont une taille allant de la centaine ou de quelques dizaines de neurones à environ 1 millier de neurones. Et de manière intéressante, certains de ces ensembles de neurones sont organisés spatialement, ce qui reflète probablement l'organisation spatiale du cortex auditif, c'est-à-dire qui est bien connue comme par exemple la carte tonotopique. Mais on trouve aussi des clusters de neurones qui ne sont pas organisés spatialement, qui sont présents de manière diffuse dans le système. Donc il semble qu'on a la coexistence de deux principes d'organisation spatiale dans le cortex auditif, une organisation cohérente et une organisation désordonnée. En tout cas, c'est ce que nous trouvons chez la souris. Donc maintenant, la question, c'est qu'une fois qu'on a réduit ces 60 000 neurones à 170 clusters, on est toujours face à un ensemble de données très compliqué à interpréter. Juste pour vous donner un exemple de cette complexité, voici quelques signatures de réponse pour quelques clusters de neurones identifiés. Donc vous avez la moyenne de la réponse représentée ici, la moyenne de la réponse calcique déconvoluée, pour quelques clusters et pour quelques exemples de sons. Et vous voyez qu'au travers de ces clusters et de ces sons, vous avez des réponses extrêmement différentes qui peuvent sembler extrêmement complexes. Donc comment on fait sens de cet ensemble de données qui est en fait, en réalité, beaucoup plus grand si on a 170 clusters par 140 sons? La première approche que nous utilisons est en fait de se focaliser sur des sons particuliers et d'essayer de comprendre si l'on peut déduire des corrélations entre les représentations de ces sons au niveau du cortex et la manière dont nous les percevons. Donc c'est ce que nous avons fait dans une étude publiée en 2016, dans laquelle nous avons montré qu'en réponse aux sons qui rampent en intensité vers le haut ou vers le bas, les neurones du cortex sont organisés en différents clusters fonctionnels qui codent de manière distincte ces deux modulations d'intensité. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a par exemple des neurones qui préfèrent répondre à l'attaque rapide des sons décroissants tels que le son de piano, alors que d'autres types de neurones préfèrent répondre à l'attaque douce
de la rampe montante, donc du son de piano inversé. À la terminaison du son, on a le même type d'effet. On a des neurones qui préfèrent répondre à la terminaison brusque de la rampe montante et d'autres neurones qui préfèrent la terminaison douce de la rampe descendante. Et au milieu de la rampe, on trouve encore des neurones qui répondent à la variation d'intensité, mais à nouveau, ces neurones répondent de manière asymétrique entre la rampe montante et la rampe descendante. Et donc, en observant ces réponses fonctionnelles, donc, qui correspondent à des clusters de neurones que nous avons identifiés par microscopie classique multiphotons, on peut commencer à comprendre peut-être pourquoi nous avons une perception divergente de ces deux modulations temporelles symétriques. C'est probablement parce que dans notre cerveau, comme dans le cerveau de la souris, ces modulations sont encodées par des groupes distincts de neurones, comme présenté dans cet exemple. Et il existe aussi d'autres exemples de représentations divergentes de sons au niveau du cortex. Par exemple, si on considère les accords de fréquence, on va avoir des neurones corticaux qui vont être très spécifiques de différentes combinaisons de fréquences. Par exemple, ici, le cluster numéro 50 est un cluster de neurones qui répond très bien à la fréquence de 15 kHz. Et qui répond aussi bien que lorsqu'on a une rampe descendante ou une rampe montante. Mais si maintenant vous combinez cette fréquence de 15 kHz avec un son à 9 kHz, et la réponse est représentée ici, alors que ces neurones ne répondent pas à 9 kHz, la réponse à la combinaison des deux fréquences est réduite. Et donc, dans ce cluster, on a un groupe de neurones qui répond de manière très spécifique à 15 kHz et qui ne répond pas aux combinaisons d'autres fréquences. Mais à l'inverse, on trouve aussi des neurones qui répondent spécifiquement à un accord sans répondre aux composantes fréquentielles de cet accord. Donc, ce sont des neurones qui détectent d'autres motifs fréquentiels de manière tout à fait divergente par rapport à ce type de neurones. On a d'autres exemples qui sont bien connus dans la littérature sur la neurophysiologie du système auditif, d'autres exemples de neurones que nous pouvons tout aussi bien détecter par notre méthode d'imagerie calcique, qui sont eux spécifiques à la direction des modulations de fréquence. Par exemple, le cluster 70 ici répond à une décroissance de la fréquence de 15 à 6 kHz et ne répond pas à une augmentation de la fréquence de 6 à 15. Donc il est spécifique de la direction de modulation. Ici, le cluster 68, lui, à l'inverse, va préférer une modulation montante et répondra beaucoup moins à une modulation descendante. Et de manière intéressante, on trouve aussi, à l'intérieur de ces groupes de neurones qui sont spécifiques à la direction de modulation, on trouve des clusters qui sont aussi spécifiques à la vitesse de la modulation. Vous avez des clusters qui préfèrent les modulations lentes et des clusters qui préfèrent les modulations rapides. Donc la question, c'est est-ce que ces représentations compliquées des modulations temporelles sont aussi présentes aux étages inférieurs? Et la réponse, on peut aussi la trouver dans la littérature, mais la réponse que nous avons obtenue en regardant les données de colliculus inférieur est que oui, on peut aussi les trouver aux étages inférieurs. Par exemple, dans le colliculus inférieur, on va trouver des neurones qui vont être spécifiquement tunés à la vitesse de variation des modulations de fréquence et qui vont être aussi spécifiques de la direction de la modulation. Par contre, ce que nous trouvons de manière intéressante, c'est qu'en fait, dans le cortex, si on fait la liste de toutes les propriétés de réponse, et je vous en ai listé qu'une seule partie, je vous ai donné des exemples seulement d'une partie de ces propriétés de réponse que nous pouvons déduire à partir des sons que nous avons présentés, si on fait la liste de toutes ces propriétés de réponse et qu'on regarde les combinaisons qui peuvent exister dans le cortex par rapport aux combinaisons qui peuvent exister dans le colliculus inférieur, on trouve une plus grande complexité, une plus grande variété de combinaisons dans le cortex par rapport au colliculus inférieur. C'est quelque chose qu'on peut mesurer en calculant l'entropie de cette combinatoire à partir des clusters du cortex ou à partir des clusters du colliculus. Et l'entropie est en fait une mesure de complexité. Et on trouve que l'entropie est plus grande dans le cortex que dans le colliculus inférieur, même si on corrige le fait qu'on trouve un plus grand nombre de clusters dans le cortex auditif que dans le colliculus. Donc la question, c'est comment cette combinatoire complexe de détection
de variation temporelle permet d'obtenir des représentations divergentes des sons et comment on peut quantifier ces représentations de manière globale. Et donc, je vais essayer d'expliquer ça dans les 3 diapositives qui suivent, puis ensuite on passera à quelque chose d'un peu plus simple conceptuellement. Donc, comment représenter ou comment manipuler les représentations corticales de manière globale, sans se focaliser sur des exemples précis? La manière dont nous procédons, c'est d'essayer de faire une analyse populationnelle. Pour cela, qui est d'ailleurs similaire à l'analyse populationnelle qui a été faite dans le premier article présenté par Christine dans son cours. Ce que nous faisons, c'est que nous considérons qu'on peut représenter l'activité, le codage d'un son par l'image des activations de chacun des clusters que nous avons identifiés. Cette image, nous pouvons la stocker dans un vecteur ou dans une image multidimensionnelle, mais la manière la plus commode de le traiter, c'est de stocker ça dans un vecteur qui contient dans chacune des dimensions du vecteur la moyenne de la réponse d'un cluster donné à un type de son. Ensuite, nous pouvons comparer ces images, donc comparer les représentations les unes aux autres en utilisant une mesure de similarité, par exemple la corrélation entre ces vecteurs. On peut voir ça aussi comme une mesure de distance entre les vecteurs pour ceux qui ont un bagage mathématique. Et donc cette mesure de similarité, nous pouvons la représenter dans des matrices telles que représentées ici, dans des matrices ou dans des damiers comme ça, où vous pouvez voir, suivant le code couleur, la similarité entre les représentations des différents sons par les neurones du cortex auditif. Donc, par exemple, dans le coin en haut à gauche, vous avez 2 représentations qui sont assez similaires les unes aux autres. Et ici, vous avez 2 représentations qui sont peu similaires l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est-à-dire qui impliquent des groupes de neurones différents. Donc maintenant, on peut utiliser cette méthode pour mesurer la similarité sur l'ensemble des 140 sons que nous avons joués. Donc ça donne une matrice qu'on peut trouver jolie ou pas, c'est une question de goût, et qui en tout cas est très complexe et très difficile à lire. Par contre, on peut voir des choses très génériques dessus d'une manière très directe. Par exemple, ici, j'ai indiqué en violet l'ensemble des relations de similarité entre tous les sons qui sont modulés en fréquence et tous les sons qui ne sont pas modulés en fréquence. Et ce que vous voyez, c'est que l'ensemble des sons modulés en fréquence a des relations de similarité qui sont plutôt fortes, tandis que si on les compare, en tout cas au niveau du cortex auditif, aux sons qui ne sont pas modulés en fréquence, on a des relations de similarité plus faibles. Donc il semble qu'au niveau du cortex auditif, il y ait une bonne séparation des représentations entre les sons modulés en fréquence et les sons non modulés en fréquence. Si maintenant on passe au niveau du colliculus, la différence est moins grande. C'est-à-dire que les relations de similarité entre les sons modulés en fréquence et les sons non modulés en fréquence sont plus fortes. Et donc, on peut conclure que le colliculus a des représentations de ces variations temporelles moins divergentes que le cortex. On peut aussi zoomer dans cette matrice et se focaliser sur des exemples plus précis. Donc, par exemple, ici, j'ai représenté les relations de similarité entre les sons modulés en fréquence vers le haut et les sons modulés en fréquence vers le bas. Donc, vous voyez dans cette partie de la matrice que tous les sons modulés en fréquence vers le bas ont tendance à avoir des relations de similarité assez fortes. La même chose pour les sons modulés vers le bas. Par contre, si vous calculez la similarité entre ces deux groupes, vous voyez qu'il y a une diminution. Et donc, on peut en conclure que le cortex encode de manière plutôt divergente ces deux directions de modulation. Si on regarde la même chose dans le colliculus, à nouveau, la différence est beaucoup plus faible. D'accord ? Et enfin, si on considère les modulations d'intensité, à nouveau, on peut séparer les modulations d'intensité vers le haut et vers le bas. À nouveau, on voit que les relations de similarité entre ces deux directions de modulation dans le cortex sont plutôt faibles et dans le colliculus sont plutôt fortes. Et donc, ce que nous pouvons déduire à partir de ces observations, c'est que les variations temporelles des sons sont codées par des détecteurs spécifiques dans le cortex auditif et dans le colliculus,
Mais comme je vous l'ai montré, leurs distributions sont beaucoup plus complexes dans le cortex avec une combinatoire plus riche. Et donc, globalement, l'effet de ces distributions plus complexes est qu'une simple lecture dans l'ensemble des neurones activés dans le cortex permet d'identifier de manière assez claire une variation temporelle donnée. Et c'est beaucoup moins le cas dans le colliculus. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y a un reformatage de l'information temporelle qui est présente déjà dans la cochlée vers un code qui est plutôt basé sur l'identité neuronale. Cependant, il ne faut pas oublier, et ça on le sait à partir de tous les ensembles d'enregistrements faits dans le cortex auditif, cependant, dans le cortex, le code temporel ne disparaît pas. On retrouve toujours ce code temporel. Mais il est combiné avec un code où il suffit simplement d'identifier les neurones qui distinguent les différentes directions de variation temporelle, par exemple. Donc, par exemple, les signaux modulés et non modulés en fréquence sont encodés par des ensembles neuronaux plus distincts dans le cortex que dans le colliculus. Même chose pour les deux directions possibles de modulation d'intensité ou de fréquence. Et donc, ce que nous pensons, c'est que ce reformatage de l'information pourrait contribuer à créer les perceptions divergentes de différentes variations temporelles que nous connaissons dans nos expériences auditives. Donc maintenant, la question qui est posée par ce type de résultat, c'est est-ce que toutes ces observations nous disent quelque chose sur les mécanismes qui mènent à la perception auditive? Et la première question, c'est est-ce que toutes ces réponses que nous observons dans le cortex sont directement causalement liées avec la perception auditive? Donc je vous ai dit au début de la présentation que le cortex auditif est l'étage final du cortex auditif, mais est-il réellement causalement impliqué dans la perception auditive? Et on peut poser la question plus précisément, est-ce que si on opère des manipulations du cortex auditif, est-ce qu'elles vont affecter ou pas la perception auditive, ou même est-ce qu'on peut générer des perceptions auditives en activant les neurones du cortex? Et en fait, cette question paraît un peu naïve et même peut-être évidente, mais en fait, la réponse n'est pas si simple. D'une part, parce que c'est difficile de déduire le rôle du cortex auditif chez l'homme, parce qu'il est difficile d'interférer avec sa fonction sans abîmer le système. Et donc, la plupart de ce qu'on sait, des choses que l'on sait sur le rôle causal du cortex auditif dans la perception auditive provient d'observations faites chez l'animal, et en particulier chez les rongeurs. Et chez les rongeurs, on sait qu'un certain nombre de comportements auditifs peuvent être obtenus en absence totale de cortex auditif. Par exemple, le réflexe de startle, qui est en fait un réflexe de sursaut, qui est lié à des sons trop forts, à des sons d'intensité, des sons très, très intenses, ne dépend absolument pas du cortex auditif. On peut enlever le cortex auditif d'un rongeur et avoir toujours cet effet de startle. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le cortex auditif peut moduler cette réponse de startle. Un autre exemple de comportement auditif qui ne dépend pas du cortex, c'est l'apprentissage de l'anticipation d'un événement déplaisant annoncé par un son. Donc, par exemple, on peut entraîner un animal à recevoir, malheureusement pour l'animal, un léger choc électrique, et on peut présenter un son avant ce choc électrique. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les animaux vont anticiper la délivrance du choc en présence du son. Et cette anticipation, qui est un comportement appris, peut être appris sans cortex auditif, comme l'a montré le groupe de John Ledoux dans les années 80. Maintenant, pour des comportements plus complexes, comme des tâches auditives qui impliquent une discrimination de sons différents, quel est vraiment le rôle du cortex auditif? Et là, la réponse à l'heure actuelle n'est pas très claire. Il y a des études qui sont basées sur des lésions irréversibles du cortex auditif chez le rongeur, qui montrent des effets variables. Certaines études montrent un impact du cortex auditif, d'autres pas. Et on a aussi des études qui utilisent des systèmes d'inactivation du cortex auditif transitoire par injection d'agents pharmacologiques. Mais ces études, en fait, ont le problème qu'elles sont peu précises parce qu'il est difficile de calibrer l'étendue de l'inactivation qu'on obtient par injection
globale de ces agents pharmacologiques, enfin injection localisée dans le cortex auditif de ces agents pharmacologiques. En particulier, on a du mal à savoir jusqu'où l'agent pharmacologique va avoir un effet dans le cerveau, et donc on peut éventuellement impliquer d'autres structures que le cortex auditif. Donc, pour répondre à cette question, il paraît pertinent d'utiliser des méthodes modernes, et en particulier des méthodes dites d'optogénétique. Donc, qui sont des méthodes un peu parallèles aux méthodes d'imagerie que je vous ai présentées, qui utilisent en fait de nouvelles, des protéines présentes chez différents organismes, en particulier des protéines qui ont été identifiées chez des algues unicellulaires, comme la très célèbre channel rhodopsine. Et ces protéines ont la propriété d'être des canaux ioniques qui s'ouvrent en présence de lumière. Et donc, en particulier, la channel rhodopsine est très sensible à la lumière bleue. Et donc, si elle reçoit de la lumière bleue, elle va s'ouvrir et laisser entrer des courants qui contiennent essentiellement des ions positifs et donc qui vont activer les neurones qui contiennent cette channel rhodopsine. Et donc, grâce à cette méthode, on peut optiquement et de manière extrêmement transitoire activer des neurones. On peut activer des neurones excitateurs, et donc on va générer une activité de sortie dans la structure qu'on veut étudier, mais on peut aussi activer des neurones inhibiteurs qu'on aura sélectionnés génétiquement, et de cette manière, on peut inhiber une zone entière comme le cortex auditif. Et donc c'est cette méthodologie que nous avons essayé d'utiliser pour essayer de déterminer le rôle causal du cortex auditif dans la perception auditive chez la souris. Donc pour ça, nous avons entraîné des souris à discriminer des sons dans une tâche qu'on appelle tâche de go-no-go, qui consiste en fait à apprendre à une souris à se tenir en contention dans un petit tube, dans un demi-tube. Et cette souris va avoir en face de son museau un tube de récompense qui permet de délivrer de petites récompenses sous forme en fait, de gouttes d'eau. Ce sont des souris qui sont déprivées en boisson et qui donc vont vouloir obtenir ces récompenses. Donc, ce que nous apprenons aux souris, c'est à anticiper d'anticiper la récompense en léchant sur le petit tube en présence d'un son qui prédit la récompense. Et donc, si la souris fait plus que 5 léchages sur le tube, nous allons considérer que l'essai est correct et nous allons donner la récompense. Maintenant, on va aussi présenter un son qui n'est pas récompensé, et si la souris fait plus que 5 léchages sur le tube en présence de son, nous considérons que l'essai est incorrect, et nous allons donner une légère punition qui est sous forme en fait, d'un léger décalage temporel entre l'essai considéré et l'essai suivant. Grâce à cette méthodologie, on peut montrer que les souris discriminent différents types de sons, et on peut mesurer la vitesse à laquelle cette discrimination est apprise. Donc, par exemple, nous avons étudié 2 tâches de discrimination, une qui implique une paire de sons purs, même très distincts les uns des autres, 4 kHz et 16 kHz, et on peut voir que c'est une tâche très facile à apprendre pour la souris, puisqu'en quelques dizaines d'essais, les souris obtiennent une performance assez haute et assez stable. L'autre tâche que nous avons proposée à nos souris, c'est de discriminer entre un son pur à 4 kHz et un son, une rampe en fréquence qui part de cette même fréquence de 4 kHz, mais qui monte vers 12 kHz. Et cette tâche, en fait, est beaucoup plus difficile à apprendre. Comme vous pouvez le voir, il faut aux souris environ plusieurs centaines d'essais pour arriver à stabiliser leur performance. Étant donné cette différence de difficulté qu'on voit dans les courbes d'apprentissage, nous nous sommes posé la question de savoir si le cortex auditif est différentiellement impliqué dans chacune de ces 2 tâches. Et donc pour ça, nous avons utilisé les méthodes optogénétiques en utilisant des souris qui expriment la channel rhodopsine dans les interneurones du cortex de manière globale, et en particulier dans un sous-type d'interneurones qui sont les interneurones parvalbumine positifs, qui ciblent directement les corps cellulaires des cellules pyramidales, donc des cellules de sortie du cortex. Donc lorsqu'on envoie de la lumière sur le cortex auditif chez ces souris, on active fortement ces neurones et cela éteint l'activité de sortie du cortex auditif. C'est quelque chose que nous avons pu calibrer en mesurant directement électrophysiologiquement l'activité des neurones du cortex auditif pendant cette manipulation optogénétique, et nous avons pu montrer que dans un grand nombre de neurones, cette inactivation optogénétique éteint les réponses au son
qui sont proposées aux souris pendant le comportement. Mais si on quantifie de manière précise la quantité de neurones qui sont réellement éteints par l'inactivation optogénétique, on trouve qu'en fait, c'est seulement environ 75% des potentiels d'action qui sont générés par les sons qui sont éteints par la manipulation, et donc il reste une quantité d'informations qui n'est pas forcément négligeable et qu'il faudra prendre en compte dans l'interprétation des résultats. Donc lorsqu'on utilise cette méthode d'inactivation optogénétique de manière bilatérale de chaque côté, donc sur le cortex auditif gauche et droit en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on abolit complètement la performance des souris dans la tâche difficile. Donc discriminer un son pur par rapport à un son modulé en fréquence. A l'inverse, l'impact de l'inactivation du cortex auditif pour les sons purs est beaucoup plus faible. La question, c'est est-ce que dans ce cas-là, l'impact est faible parce que nous n'avons pas inactivé complètement le cortex auditif, ou il est faible parce que le cortex auditif n'est pas impliqué dans la tâche? Et donc pour répondre à cette question, nous avons utilisé une autre méthode d'inactivation, beaucoup plus classique et beaucoup moins réversible, qui est de faire des lésions mécaniques du cortex auditif. Et donc lorsqu'on enlève bilatéralement les deux cortex auditifs de la souris, on s'aperçoit que même le jour suivant la lésion, les souris sont toujours capables de faire la tâche avec un niveau de performance très élevé. Et donc, à partir de ces études de lésions, nous pouvons déduire que dans le cas de la discrimination de sons purs bien distincts, le cortex auditif n'est pas impliqué dans la tâche, n'est pas impliqué causalement dans la tâche, en tout cas lorsque la souris a appris la tâche. Par contre, dans le cas de la tâche compliquée, nous avons pu montrer que le cortex auditif est important pour la réalisation de la tâche. Maintenant, la question, c'est pourquoi le cortex auditif est-il important? Et là, la réponse à cette question peut prendre la forme de deux alternatives. La première, c'est que le cortex auditif, et c'est l'alternative que nous préférons, le cortex auditif fournit des informations spécifiques pour prendre les décisions adéquates dans la tâche. Ça, c'est ce que nous voudrions avoir. Mais il existe d'autres alternatives. Par exemple, et en particulier, le cortex auditif pourrait moduler l'activité d'une autre zone qui, elle, fournit les informations spécifiques nécessaires à la décision. Par exemple, le cortex auditif, comme Christine l'a montré, envoie des feedbacks sur les aires auditives sous-corticales, et donc peut-être que ces modulations rétroactives que l'abolition de cette modulation rétroactive pourrait perturber l'activité, mettons, du thalamus, qui est nécessaire pour prendre les décisions. Et ce type d'effet a été observé dans d'autres contextes, par exemple dans le cortex moteur ou dans le cortex somatosensoriel, où on a vu que les effets d'inactivation étaient en fait dus à des modulations et non à une information spécifique fournie par le cortex considéré. Donc pour pouvoir distinguer entre ces deux alternatives, ce que nous avons proposé de faire, c'est de stimuler directement le cortex auditif pour voir si la souris pouvait utiliser des informations spécifiques venant du cortex auditif. Et donc pour ça, nous avons mis en place une méthode de stimulation optogénétique qui est maintenant basée sur l'utilisation de souris qui expriment la channel rhodopsine non plus dans les neurones inhibiteurs, mais dans les neurones excitateurs. Donc on va pouvoir activer la sortie du cortex auditif. Et nous allons pouvoir faire ça de manière focale en utilisant un système de vidéoprojection qui nous permettent d'envoyer des patterns, donc des motifs de lumière un peu arbitraires sur la surface du cortex auditif. Et donc de cette manière, on peut activer des colonnes de neurones dans le cortex auditif à des endroits donnés. Nous avons évidemment calibré cette méthode en utilisant des méthodes d'électrophysiologie pendant l'optogénétique, et donc nous avons pu mesurer qu'effectivement la méthode fonctionne. Nous obtenons des activations focales du cortex auditif, et nous avons pu aussi mesurer que les réponses observées à cette stimulation optogénétique dans les neurones que nous avons enregistrés étaient similaires en termes d'intensité par rapport aux réponses enregistrées dans ces mêmes neurones pour les sons que ces neurones préfèrent. Donc même si nous avons ici une méthode de stimulation qui donne des activations artificielles, ces activations artificielles sont dans une gamme d'activités raisonnables par rapport aux activations naturelles. Et ce que nous avons pu montrer par cette méthode, c'est qu'en fait, on peut entraîner la souris à utiliser de l'information du cortex auditif
pour faire une tâche de discrimination telle que la tâche de discrimination que j'ai décrite pour différents sons. Donc ici, nous avons entraîné une souris à distinguer l'activation de deux zones différentes du cortex auditif, l'une prédisant la récompense et l'autre prédisant l'absence de récompense. Et cette discrimination peut être apprise en quelques centaines d'essais. Donc dans le même type de timing que les discriminations naturelles. Par contre, nous avons observé une différence importante entre cette discrimination de motifs artificiels d'activité dans le cortex auditif et la discrimination de sons réels chez une souris qui n'est pas stimulée optogénétiquement. Ce que vous voyez ici, c'est les profils de léchage, donc les profils de réponse de la souris pendant le comportement, après le son négatif en noir et après le son positif. Et vous voyez que dans le cas de la discrimination de son pur, ces profils divergent très rapidement. À partir de 100 millisecondes, la souris a pu déterminer quel est le son récompensé et quel est le son non récompensé. Donc 100 millisecondes pour une discrimination de son pur. Si on regarde le temps de réaction, le temps de discrimination pour la discrimination de patterns corticaux, le temps de latence est beaucoup plus grand. On trouve une latence d'environ 300-400 millisecondes. Donc c'est assez étonnant puisqu'on est à l'intérieur du système et la réponse est plus lente. Par contre, si on compare ces résultats à la tâche de discrimination auditive qui implique le cortex, la tâche complexe, ce que l'on voit, c'est qu'on a aussi une réponse rapide dans cette tâche basée sur des sons, mais la décision est aussi plus lente et elle intervient dans une temporalité qui est compatible avec la temporalité observée lorsqu'on stimule le cortex auditif. Donc à partir de ces observations, l'hypothèse que nous avons formulée, c'est qu'il y a probablement une boucle rapide qui prend en charge les décisions simples sans inclure le cortex auditif et qui s'exprime ici ou qui s'exprime ici. Et donc pour les décisions auditives plus complexes, cette boucle en fait ne génère qu'un choix impulsif non discriminatif qu'on voit ici. Par contre, dans le cas de ces discriminations plus complexes, et donc c'est seulement une hypothèse, le cortex auditif pourrait complémenter cette boucle avec des informations spécifiques utiles lorsque la tâche est difficile. Et donc pour valider cette hypothèse, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de montrer que dans la tâche complexe, si nous modulons l'activité du cortex auditif de manière focale, nous pouvons modifier spécifiquement la décision de l'animal. Et donc pour ça, nous avons utilisé notre méthode de stimulation optogénétique en partant d'abord d'une cartographie précise de l'organisation tonotopique du cortex et nous avons essayé de stimuler ce cortex identifié fonctionnellement pendant la réalisation de la tâche complexe. La première chose que nous avons fait, c'est d'essayer de voir ce qui se passe si on stimule l'ensemble du cortex de manière globale pendant que la souris reçoit le son qui prédit la récompense, et donc pour lequel la souris va augmenter son taux de léchage. Et ce que nous observons, c'est que lorsqu'on simule cette zone, on a une décroissance du taux de léchage, ce qui indique que le cortex pourrait fournir des informations nécessaires à la diminution du léchage dans la tâche de discrimination. Mais pour se convaincre complètement que le cortex auditif fournit une information spécifique, ce qu'il faut faire, c'est aussi montrer que des activations focales du cortex auditif peuvent produire, par exemple, la réaction inverse. Et donc, pour montrer ce type de phénomène, ce que nous avons fait, c'est que nous avons entraîné les animaux à faire la tâche de discrimination, la tâche simple ou la tâche complexe. Et une fois que l'animal a appris cette tâche, nous avons présenté le son non récompensé en combinaison avec une stimulation focale du cortex auditif sur différentes zones de la carte tonotopique. Et ce que nous avons observé, c'est que pour la tâche de discrimination de son pur, qui, d'après nos expériences d'inactivation, n'implique pas le cortex, les stimulations focales ne génèrent pas de variation vraiment détectable du léchage de la souris. Donc pas d'influence du cortex auditif dans ce contexte. Dans le cas de la tâche plus difficile, au contraire, nous avons pu montrer que certaines zones du cortex auditif généraient une augmentation du léchage, c'est-à-dire que l'information fournie par cette stimulation auditive modifie la perception qu'a la souris du son pur que nous jouons dans ce contexte de stimulation.
Et si on cartographie les zones qui correspondent à ces réponses, donc si on cartographie les zones correspondant à ces réponses pour la tâche de sang pur, aucune carte n'apparaît. Mais si on cartographie les zones qui génèrent une augmentation du léchage chez les souris, on observe en fait que ces zones sont localisées à des endroits plus ou moins précis. En particulier, on a des réactions assez fortes au centre du cortex auditif. Et c'est intéressant parce qu'un certain nombre de publications antérieures ont montré que dans cette zone centrale, il pourrait y avoir des neurones qui sont particulièrement spécifiques pour les modulations de fréquences. Mais il y a aussi une zone très importante qui permet l'augmentation du léchage de la souris et qui se trouve au milieu du champ tonotopique primaire, donc au milieu du cortex auditif primaire. Et donc on s'est posé la question de pourquoi cette zone sensibilise et donne des réactions si fortes de l'animal. Et donc pour répondre à cette question, la première chose que nous avons fait, c'est d'essayer de voir où sont les réponses générées par le son modulé en fréquence que la souris doit distinguer par rapport au son à 4 kHz. Et ce que nous voyons, c'est que les réponses sont effectivement très fortes dans cette zone qui se trouve au milieu du champ tonotopique du cortex primaire. Et ce n'est pas forcément étonnant puisque notre rampe en fréquence contient les fréquences pour lesquelles cette zone répond de manière préférentielle. Ce que nous avons pu faire aussi, c'est regarder plus précisément ce qui se passe dans cette zone grâce à la microscopie multiphotonique. Et en particulier, nous avons pu mesurer les activités de neurones définis à l'échelle cellulaire pour différents sons purs et pour notre rampe en fréquence. Et ce que nous avons pu montrer, c'est que si on sélectionne les neurones qui discriminent, le son à 4 kHz et la rampe en fréquence, en fait, ces neurones ont tendance à répondre préférentiellement à des fréquences de son pur intermédiaires, par exemple autour de 8 kHz. Et donc, lorsqu'on regarde ce graphe, on peut s'imaginer une prédiction spécifique, c'est que si ces neurones qui permettent d'informer la décision de l'animal sont effectivement bien tunés autour de la fréquence de 8 kHz, on peut imaginer qu'en fait la souris va réagir à ces fréquences dans le cadre de la discrimination 4 kHz contre rampe 4/12 kHz. Et c'est effectivement ce que nous observons dans une expérience complémentaire que nous avons faite dans cette étude. Nous avons entraîné la souris à discriminer le son à 4 kHz de la rampe en fréquence. Et ensuite, nous avons testé dans des essais qui ont été proposés de manière éparse durant le comportement, nous avons testé la réaction des souris à des sons à différentes fréquences. Et ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, la souris répond pour des fréquences intermédiaires telles que 5.6 ou 8 kHz, et que donc, conformément à ce que nous observons dans le cortex auditif, ces sons sont dans le même groupe catégoriel utilisé par la souris que le groupe correspondant au son modulé en fréquence. Et donc cette observation corrobore l'idée que le cortex auditif fournit des informations précises pour la souris pour prendre la décision dans sa tâche de discrimination. Donc avec ça, j'en arrive à mes conclusions. Le cortex auditif n'est pas nécessaire pour discriminer des sons purs simples chez la souris, probablement parce qu'il est court-circuité par une voie alternative plus rapide mais moins précise. En revanche, le cortex auditif est nécessaire pour discriminer un son pur et un son modulé en fréquence dont les spectres se chevauchent à l'attaque du son. En tout cas, c'est la situation comportementale que nous avons utilisée. Dans cette situation comportementale, une partie de l'information auditive peut être remplacée par une stimulation focale du cortex auditif, indiquant que le cortex auditif informe de manière causale la décision de la souris. Et donc ces résultats suggèrent que le rôle du cortex auditif dans la perception est d'affiner les jugements de voies parallèles plus rapides. Et donc pour terminer, je voudrais très rapidement disserter sur ces résultats, ou du moins les commenter. En fait, ces résultats montrent qu'il est possible d'influer sur la perception auditive en stimulant le cortex auditif, mais la question à laquelle nous ne répondons pas, c'est peut-on recréer un percept auditif uniquement par stimulation du cortex ?
Il semble qu'en conditions de fonctionnement normal, en fait, plusieurs voies agissent en parallèle pour participer à la décision perceptuelle. Et donc, il faudrait, en principe, si on veut générer de manière très précise une perception auditive, il faudrait, en principe, régénérer l'information disponible dans toutes ces voies. Cependant, ce que nous avons aussi observé, c'est que les souris sont capables d'utiliser de l'information envoyée directement au cortex auditif. Et donc, même si dans ce cas-là, la réponse est plus lente, elle pourrait quand même avoir une bonne qualité perceptuelle. Donc, il y a un peu de direction possible pour répondre à cette question, et c'est le type de choses que nous devons explorer dans le futur. Ainsi, et si on pense à des applications possibles de ce type d'expérience exploratoire, ainsi l'observation et la manipulation du cortex auditif chez l'animal ouvrent des perspectives, par exemple pour une réhabilitation centrale de l'audition, par exemple chez des patients chez qui l'oreille n'est plus du tout connectée au système nerveux central. Mais nos résultats suggèrent aussi que ce type de stratégie pourrait être relativement complexe, en particulier pour reproduire de manière très fidèle les processus générant la perception auditive. Et avec ça, j'en viens à mes remerciements. Je voudrais remercier en particulier, bien sûr, Christine Petit pour son invitation et toute son énergie aussi. Et je voudrais remercier les étudiants qui ont réalisé les expériences, les étudiants et les postdoctorants qui ont réalisé cette expérience, Alexandre Kempf et Sébastien Ceballo qui ont réalisé les expériences de microscopie biphotonique et d'optogénétique, et aussi Thomas Deneux et Susanna Pivkowska qui ont contribué par leur expertise très fortement au succès de ces expériences. Et avec cela, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre des questions si vous en avez.